Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à votre magazine socio-économique d'Écono Facile. Pour ce numéro de votre magazine, j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux un ancien candidat à la présidentielle de 2018, mais également un économiste international. Il a l'idée aussi de rejoindre à l'initiative du président de la République à l'Union sacrée, je cite, M. Noël Tchani Mwadjanvita. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir à CMBDJ. Merci également de nous recevoir ici chez vous. Voilà, vous êtes un homme politique, un acteur politique, mais également vous êtes plus économiste. Qu'est-ce que nous pouvons encore retenir de vous? En très peu de mots. Je pense que vous avez tout dit. Comme vous avez dit, donc j'étais candidat à l'élection présidentielle en décembre 2018. J'étais banquier commercial et banquier d'investissement à New York pendant plusieurs années, mais aussi directeur résident à la Banque mondiale à Washington pendant une trentaine d'années. Et je suis président de la Force du Changement, un regroupement politique reconnu par le ministère de l'Intérieur et présent littéralement sur l'ensemble du territoire national. Et ben voilà, c'est ça essentiellement que je suis. Voilà, avec M. Noël Tchani Mwadjanvita, on va essayer de parler des enjeux de l'ère dans le secteur économique. Monsieur Noël Tchani, vous êtes économiste international, comme vous venez de le soulever. Vous essayez de voir et analyser la situation dans notre pays, surtout dans les secteurs économiques. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la situation économique actuelle dans notre pays? La situation économique de la République démocratique du Congo aujourd'hui, elle est catastrophique. Catastrophique dans la mesure où depuis les 20 dernières années, quand je dis 20 dernières années, je veux dire les 18 ans que Joseph Kabila a passé au sommet de l'État et les 2 années depuis l'alternance au sommet de l'État. Jusqu'à présent, on ne voit pas de différence. Notre pays continue à vivre une situation de corruption endémique, ce qui entraîne une sous-utilisation donc des ressources financières. Mais au-delà de cela aussi, la population souffre beaucoup. 85% de la population se trouve au chômage, pas du travail. Nous n'avons toujours pas d'eau, d'électricité. Les systèmes éducatifs et de santé continuent à être ce qu'ils ont été pendant tout le régime de Joseph Kabila, à l'abandon littéralement. Bref, le Congo se trouve dans une situation où toutes les ressources naturelles que nous avons ne profitent pas à la population congolaise. Nous avons besoin de mieux faire. Voilà, M. Noël Tchani, vous avez proposé un plan depuis bien longtemps que vous avez surnommé le plan Marshall de Noël Tchani, qui peut développer les pays dans 15 ans. La RDC peut devenir un pays émergent dans 15 ans, c'est ce que vous avez dit dans votre plan. Pouvez-vous nous démontrer quelques points essentiels de ces plans? Oui, effectivement, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC est une vision de développement pour sortir le Congo du marasme économique et social actuel et en faire un pays émergent en l'espace de 15 ans. Ce plan a été conçu avant 2018, mais il a été actualisé actuellement, donc au courant de l'année 2020, pour tenir compte des nouveaux défis générés par la Covid-19. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un ensemble de programmes mis ensemble qu'on va mettre en œuvre pour développer la RDC et le sortir du sous-développement, en faire un pays émergent. Pour le faire, nous devons mettre en place un environnement de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, en réformant la police, les services de sécurité, mais aussi l'armée, pour qu'ils puissent faire leur travail correctement, en réformant l'État et l'administration publique, en mettant en place un État de droit fonctionnel. Nous devons aussi réformer le système de gouvernance, qui nous permettra de pouvoir mobiliser des ressources publiques, les ressources financières qui échappent aujourd'hui au trésor public, les mettre dans le budget national, augmenter ce budget, avoir un budget costaud que nous pourrons utiliser pour financer différents programmes de développement sans avoir nécessairement à recourir aux emprunts extérieurs. Nous allons mettre en place un système d'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire en développant l'agriculture, l'élevage et la pêche, pour que nous puissions produire localement tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation et aussi développer une industrie agroalimentaire complète dans le pays.
Vous savez, quand vous regardez l'économie de la RDC aujourd'hui, la grande partie de la nourriture congolaise, des biens de consommation sont importés. Nous pouvons, et ça nous coûte pratiquement 2 milliards de dollars par an, rien que pour importer la nourriture. Nous pouvons supprimer ces importations-là en produisant localement ce dont on a besoin. Et en produisant localement, on va mettre les Congolais au travail. Donc le chômage dont nous souffrons aujourd'hui va être résorbé en partie en développant l'agriculture, l'élevage et la pêche sur le territoire congolais. Au-delà de cela, nous devons mettre en place un système financier qui fonctionne. Un système financier, c'est-à-dire des banques commerciales, des banques d'investissement, des compagnies de leasing, des compagnies de factoring, mettre en place une bourse des valeurs. Tout cela va permettre de donner au peuple congolais des produits financiers, des services financiers qui leur permettent de régler leurs problèmes, leurs besoins. Dans ce domaine-là, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'acheter un frigo, il peut aller à une banque, emprunter de l'argent, acheter un frigo. Vous voulez construire une maison, c'est un plan, à vous entendre parler, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Et vous venez de vous joindre à l'idée de l'Union sacrée du président de la République. Pourquoi pas proposer à ces derniers pour qu'ils puissent mettre ça en pratique? J'ai proposé ce plan au président de la République, non seulement quand il venait d'arriver au pouvoir, mais également pendant les consultations qu'il a organisées tout récemment. Et je lui ai rappelé, Monsieur le Président, vous savez quoi? Ce plan, si on le met en œuvre, ça va développer la RDC, ça va régler la plupart des problèmes que nous avons. Il a écouté et il a dit, je vais en tenir compte. Et j'étais content d'entendre le discours qu'il a prononcé tout récemment. Beaucoup de points qu'il a mentionnés sont les mêmes que ceux que j'avais énumérés donc dans le plan. Donc je pense que le président de la République en tient compte et il pourra trouver des voies et moyens pour pouvoir mettre cela en œuvre. Et voilà, M. Noël Tchani, l'inspection générale de finances procède à une série d'enquêtes qui est en train de mettre également les résultats à la portée de toute la population, y compris l'enquête sur l'agro-pastoral de Boukangalonzo qui a eu à consommer 80 millions de dollars, étant donné que le Trésor public a eu à décaisser 285 millions, donc ce qui a encaissé, ce qui a occasionné une perte de 205 millions de dollars. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, je voudrais d'abord saluer le travail que fait l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete Kei. Depuis qu'il est arrivé au sommet de l'inspection générale des finances, il a redonné vie à ce service important donc, de notre pays. Et l'enquête qu'il a menée à Boukangalonzo nous a révélé justement cette triste réalité que sur 285 millions de dollars qui ont été dépensés, il n'y a que 80 millions qu'on a pu tracer à des activités spécifiques. 205 millions de dollars ont été détournés. Il a remis ce dossier-là dans les mains de la justice. Et moi, je voudrais que la justice fasse son travail, qu'il n'y ait pas de complaisance. Tous ceux qui étaient impliqués, qu'ils soient traduits devant la barre, qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient jugés, qu'ils soient condamnés. Et les biens qu'ils ont achetés pour leur propre compte, qu'ils soient confisqués pour que l'État soit remis donc, et le peuple congolais, pour que l'État et le peuple congolais soient remis donc dans leurs droits. Donc j'encourage sincèrement la justice à faire son travail parce que ça ne sert à rien qu'on puisse dépenser l'argent pour que l'inspection générale des finances fasse des enquêtes et quand on nous donne des résultats des enquêtes, on les met dans les tiroirs. Donc nous attendons voir ce que la justice va faire de ce dossier-là. Et M. Noël Tchani, on ne peut pas, dans votre plan, vous avez parlé également de l'agroalimentaire ou soit de l'agroculturel que vous avez évoqué. Pourquoi pas aller encore une fois de plus à Boukangalonzo pour ne pas abandonner et donner encore vie à ces parcs agro-pastoraux de Boukangalonzo? Basé sur les informations que j'avais récoltées après la visite du Premier ministre Ilunga Mbalaba, il avait dit qu'il y a des équipements qu'il a trouvés sur place. La plupart d'entre eux ont été cannibalisés. On a enlevé des moteurs, on a enlevé des pneus, on a ainsi de suite là. Mais je crois qu'il y a encore des équipements qui restent sur le terrain. Je souhaiterais que l'État organise les services appropriés
pour qu'ils aillent faire l'inventaire exact de ce qu'il y a sur le terrain, de ce qui peut être récupéré. Et s'il faut réparer ces tracteurs-là, qu'on puisse les utiliser à Bukangalonzo même ou ailleurs donc sur l'étendue du territoire national. Donc il ne faut pas donc juste abandonner les investissements qui ont été faits. Ce sont les biens publics. Il faut qu'on trouve ce qui peut être fait pour sauver le peu qui peut être sauvé et qu'on puisse donc utiliser cela dans l'intérêt du peuple. Voilà, M. Noël Tchani, aujourd'hui nous vivons à une seconde vague de la crise sanitaire, de la pandémie à Covid-19. La situation elle est précaire au niveau mondial, donc la situation économique elle est précaire au niveau mondial, mais également au niveau national. Qu'est-ce qu'il faut faire ou mettre en place pour maintenir les peu de moyens que nous avons déjà dans notre économie? Je crois qu'en tant que pays, nous devons être conscients que la crise ou la pandémie de Covid-19, elle est très sérieuse. Elle est même plus dangereuse maintenant qu'avant. Parce que beaucoup de personnes donc, ont l'impression qu'on en a parlé, la crise est passée, on a levé l'état d'urgence, donc le problème est terminé. Bien au contraire, je me demande même s'il ne faudrait pas que le chef de l'État puisse déclarer encore l'état d'urgence pour que les gens soient plus sensibilisés à cela. Parce qu'il semble que le nombre de victimes aujourd'hui est beaucoup plus important donc qu'avant. Que ce soit donc aux États-Unis, en Europe ou ici, la pandémie ne nous a pas abandonnés, ne nous a pas quittés. Donc il faudrait que, surtout nous qui n'avons pas beaucoup d'infrastructures sanitaires, pour pouvoir donc gérer une crise donc de ce genre-là, mieux vaut prévenir que guérir. Donc je voudrais encore une fois de plus répéter les mesures de gestes barrières qui ont été édictées par les autorités politiques, les autorités sanitaires, c'est-à-dire garder une distance suffisante entre interlocuteurs, porter les masques constamment, se laver les mains chaque fois qu'on a l'occasion, ne pas se serrer les mains, ne pas s'embrasser, ne pas se donner des bisous. Donc toutes ces mesures-là, elles sont d'actualité. Et je voudrais même qu'on aille beaucoup plus loin que ça. Au début, l'État nous avait imposé ce qu'on appelle le confinement. Et on a levé ces mesures parce qu'elles étaient très inconfortables. Je dirais aujourd'hui, je demanderai à toute la population congolaise d'organiser ce qu'on appelle les confinements volontaires. Vous ne sortez que quand vous avez besoin de sortir. Surtout quand vous devez utiliser les transports en commun, il faudrait prendre toutes les précautions parce que la maladie est là, elle est contagieuse et elle se contamine, elle se propage donc à grande échelle très rapidement. Donc protégeons-nous nous-mêmes, protégeons donc les autres pour que notre pays puisse avoir l'occasion donc de vivre avec une population donc en bonne santé. Monsieur Noël Tchani, quels sont les mécanismes qu'on doit mettre en place pour stabiliser l'économie du pays dans cette période cruciale de la pandémie à Covid-19? Mais il n'y a pas de miracle. Hein. Ce que nous devons faire, c'est ce qui devait être fait depuis très longtemps. Nous devons situer toutes les actions au niveau de notre gouvernement dans le cadre d'une stratégie de développement bien comprise. Moi, je vous ai proposé le plan Marshall. Pendant cette période ici, je veux qu'on puisse tenir compte du fait que notre économie est extravertie. Parce qu'elle est extravertie, nous souffrons les conséquences de cette extraversion-là. Par exemple, comme on dépense pratiquement 2 millions de dollars chaque année pour importer la nourriture, profitons donc de cette occasion pour développer l'industrie agroalimentaire dans le pays. Et je sais que ça ne va pas se faire donc du jour au lendemain, ça va se faire progressivement. Mais commençons maintenant à y mettre donc des ressources que nous avons pour mettre donc notre population donc au travail. Deux aussi, nous devons garder à l'esprit la nécessité d'industrialiser le pays. Industrialiser le pays, ça veut dire cesser cette mauvaise habitude d'extraire les matières premières et les envoyer donc à l'extérieur à l'état brut. Cherchons à transformer donc ces matières premières donc dans le pays, attirer les investissements avec cet objectif-là. 3, nous devons investir dans les infrastructures de base. Notre pays ne peut pas se développer si on n'a pas de route, si on n'a pas d'autoroute, si on n'a pas des aéroports modernes. Prenons avantage de ce qui nous est arrivé avec la fermeture des frontières au niveau de tous les pays à travers le monde pour développer ces infrastructures-là parce que nous sommes un petit sous-continent ici. Si on arrive à construire donc les routes qui puissent lier Aru dans la province orientale à Ngandajika ou bien Ankamba ou Bas-Congo, ainsi de suite, si on relie toutes les provinces donc, du Congo, je pense qu'on aura un marché intérieur donc important qui pourra permettre aux entreprises privées de pouvoir s'installer partout et de créer des emplois pour le peuple congolais. Investissons dans d'autres infrastructures telles que l'énergie électrique, telles que l'eau, pour que
partout où vous pouvez donc vous retrouver, vous puissiez avoir accès à ces services publics-là. Je pense que ça permettra donc à notre pays à se développer correctement et à ne pas dépendre simplement des assistances extérieures ou de temps en temps à ne pas dépendre d'attendre qu'on puisse importer donc des biens qui viennent donc de l'extérieur pour que nous soyons donc self-sufficient, comme on dit en anglais, c'est-à-dire indépendant du reste du monde. On vit dans un monde globalisé, bien sûr. On est dépendant les uns donc sur les autres. Mais nous devons organiser les services minimums à l'intérieur de la RDC pour ne pas tout attendre que ça vienne donc de l'extérieur. Voilà, M. Noël Tchani, concernant les dépassements budgétaires, on va en parler à la première institution du pays qui est la présidence. Vous êtes au courant de ça. Il s'avère que le dépassement budgétaire a été signalé par les ministres des Finances incessamment. Et si cette situation s'avère vraie, quelles seront les retombées dans le budget du pays? Moi, je pars avec le principe que je suis pour la bonne gouvernance. La bonne gouvernance implique le respect strict du budget. Quand on approuve le budget et qu'on a alloué une telle ligne budgétaire à tel service, ce service doit vivre à l'intérieur de ses moyens. C'est ça le point de départ. Maintenant, quand il y a dépassement budgétaire, ce sont des phénomènes humains. On doit savoir pourquoi il y a des dépassements budgétaires. Parfois, il y a des raisons qui sont justifiées. Moi, je dirais qu'avant d'engager des dépenses qui aillent au-delà du budget, il faut retourner à l'organe qui avait approuvé le budget, qui est l'Assemblée nationale, soumettre la loi des finances rectificatives pour qu'on puisse vous allouer plus de ressources. Il ne faut pas simplement dépenser et puis revenir par la suite, mettre les gens donc devant un fait accompli. Ça, c'est le principe de départ. Maintenant, en ce qui concerne les allégations faites par ce ministre des Finances, moi je dirais que ce ministre-là n'est pas sérieux. Parce qu'il ne dit pas la vérité donc au peuple. Non, il ne dit pas la vérité au peuple congolais. Parce qu'il est en train de faire exactement son travail. Non, il ne fait pas son travail comme il se doit. Je vais vous dire pourquoi. Quand il y a un dépassement budgétaire, il faut d'abord suivre des règles qui vous amènent à dire que les chiffres que vous donnez à la population sont corrects. Mais c'est l'IGF qui avait commencé et puis lui, il est venu juste rectifier ce que l'IGF a mis en place. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Quand on exécute un budget, avant de pouvoir approuver le budget suivant, vous devez préparer ce qu'on appelle le rapport sur la reddition des comptes. Mais quand vous préparez le rapport sur la reddition du compte, c'est le ministère des Finances, le gouvernement qui prépare. On ne peut pas être juge et partie. Il faut trouver celui qu'on appelle un auditeur interne. L'auditeur interne de la République démocratique du Congo pour certifier la validité des chiffres dans le rapport d'exécution du budget, c'est la Cour des comptes. Donc il faut prendre le rapport sur la reddition des comptes, transmettre à la Cour des comptes, que la Cour des comptes examine et certifie que ce que vous dites là est vrai. Si vous trouvez un dépassement de 14 000%, la Cour des comptes va essayer de savoir d'où ça vient. Va vous parler à vous, le ministre des Finances, va parler à la présidence de la République, va vérifier avec le comptable de la République et à la fin de la journée va dire soit il y a eu 14% de dépassement budgétaire, soit vous vous êtes trompé donc dans vos calculs et va certifier les chiffres qui soient corrects. Nous, le public, nous faisons confiance aux chiffres qui sont certifiés par l'auditeur interne, pas par le ministre des Finances. Pourquoi? Parce que le ministre des Finances, donc, il est du FCC. Il a essayé donc de salir la présidence de la République pour montrer que ce sont des mauvais gestionnaires. Par rapport à qui? Par rapport au FCC. Et lui, il appartient donc à ce groupe-là. C'est pour cela que les ministres des Finances, c'est là, il y a la goutte qui a... Laissez-moi terminer. Maintenant, la deuxième raison. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que quand on regarde la catégorie des dépenses de la présidence de la République, dans cette catégorie-là, il n'y a pas que des dépenses de la présidence de la République. Il a nié, il n'a pas dit au peuple congolais la vérité. Il y avait aussi des dépenses relatives à l'entretien de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il touche combien? 680 000 $ par mois, c'est-à-dire 8 millions de dollars par an. Qui fait 30% du salaire C'est pas vrai, je vous informe que d'après les informations, je ne suis pas en liberté de dévoiler ça. Je ne suis pas en liberté de dévoiler ça. Je demande que le ministre des Finances dévoile ces chiffres-là. Le président de la République touche beaucoup moins que ça. C'est ça que je viens d'apprendre. Mais que dit la Constitution face à cela? Vous savez, au Congo, il y a beaucoup de lois qui ne sont pas mises en application. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas expliquer, moi, comment Joseph Kabila arrive à toucher 680 000 $ par mois
alors que le chef de l'État ne touche pas ce montant. Il y a un problème quelque part. Et je veux que le ministre des Finances, parce que c'est lui qui a commencé à sortir les chiffres, qu'il sorte maintenant et qu'il nous dise combien touche le président de la République et combien touche Joseph Kabila. Donc et vous les dépassements budgétaires qui a eu lié à la présidence, c'est dû aussi au salaire de l'ancien président de la République. Je suis content que vous ayez posé la question en ajoutant c'est dû aussi. J'ai dit oui, en partie, c'est expliqué par les dépenses de l'entretien de l'ancien président de la République. Et moi, je voudrais en profiter pour lancer un appel solennel à notre Assemblée nationale. Nous devons revoir la loi sur les anciens chefs de l'État qui donne des avantages exorbitants à Joseph Kabila. Ce n'est pas normal que dans un pays où on a des enfants qui meurent de faim, on a 90% de la population qui vit sur moins de $1 par jour. Ce n'est pas normal d'avoir un seul individu, ancien chef de l'État soit-il, qui touche 680 000 $, donc 8 millions de dollars par an. Ce n'est pas possible. Je vous donne l'exemple pour que vous ayez la notion de comparaison. L'ancien chef de l'État aux États-Unis touche 450 000 $ par an. Joseph Kabila touche 8 millions de dollars. Joseph Kabila vaut plus que Barack Obama qui a étudié à Yale, qui est docteur en droit, qui a travaillé pendant plusieurs années. Chaque pays a ses lois, chaque pays a sa constitution. Chaque pays a ses lois et ses constitutions. Les États-Unis d'Amérique, c'est le pays le plus riche du monde. Et la République démocratique du Congo, c'est le pays le plus pauvre de la planète. On ne peut pas expliquer qu'un ancien président, moins éduqué que celui qui vient des États-Unis, puisse toucher 20 fois plus qu'un président américain. C'est injuste. Madame, moi je voudrais vous dire une chose. En tant que Congolais, nous devons parfois nous faire violence pour pouvoir rétablir la sécurité et l'équité entre les citoyens congolais. Ce n'est pas normal que sur l'étendue du territoire national, aucun autre Congolais ne touche 680 000 $ par mois. Aucun autre Congolais, dites-moi lequel. Aucun autre Congolais dans le secteur public ou privé. Ce n'est pas normal qu'on prenne toutes les richesses du pays qu'on donne à un individu, ancien chef de l'État soit-il. Et surtout, que cet individu-là, pendant qu'il était président de la République, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrogé à lui seul et à sa famille 123 entreprises au Congo, en Afrique, dans le monde, qui valent des milliards. Pour vous en convaincre, je voudrais que vous puissiez consulter le rapport préparé par Bloomberg, RFI et Le Monde. On l'accuse donc de s'être enrichi malhonnêtement. De ce même individu-là a 120 concessions minières. Ça sont les rapports des Occidentaux, mais c'est 120 concessions minières sur l'ensemble du territoire national. Et une concession minière, je vous donne donc un exemple. L'île de Mateba au Bas-Congo. Ça, l'étendue peut-être de la République du Congo, Brazzaville, ou bien du Gabon, ou bien la République du Sénégal. Vous trouvez que c'est normal qu'un individu soit propriétaire donc des choses comme ça? Et il a trouvé de l'argent, ou quand il est venu de la Tanzanie, nous tous on le connaissait, il n'avait pas de chaussures. Il débarque ici 18 ans après, il a toutes ces richesses-là. Je demande à la justice de pouvoir faire œuvre utile. Moi, je vais saisir la Cour constitutionnelle pour montrer les constitutionnalités de cette loi-là, qui donne trop d'avantages à un individu, qui lui garantit l'impunité et qui le traite différemment par rapport aux autres citoyens de la République. Donc nous allons saisir la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle va se prononcer sur la constitutionnalité, la légalité de cette loi-là. Voilà, M. Noël Tchani, quittons la présidence pour la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, où a été reconduit Albert Youm à la présidence. J'ai vu dans plusieurs de vos tweets par rapport à sa reconduite à la tête de cette organisation qui est, selon Albert Youm, elle est privée. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez commenter par rapport à l'élection d'Albert Youm? Je voudrais dire qu'Albert Youm n'est pas l'homme qu'il faut pour diriger la FEC aujourd'hui. On dit que la FEC, c'est un organisme privé, une ASBL privée. Et nous sommes d'accord que c'est une ASBL privée, mais d'intérêt national, c'est ça la différence. Quand vous êtes une association représentant le secteur privé, mais rendant des services publics à un pays, vous entrez dans le cadre donc de la loi qui régit tout le monde dans le pays. Vous tombez sous la responsabilité du Conseil d'État ou de toutes les juridictions légales donc, du pays. Par conséquent, le fait que son élection ait été annulée par le Conseil d'État, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, là, c'est de l'anarchie. Il doit se soumettre à la loi. Mais on a dit que le Conseil d'État ne devait pas s'ingérer dans cette affaire, étant donné que la FEC n'est pas publique, elle est privée. Je voudrais vous rappeler une chose. Vous savez qui était président de la FEC avant l'arrivée d'Albert Youm? Janon Bemba Salom. Et vous savez qui il était?
Il était le propriétaire des grandes compagnies telles que Sibé Zahir et d'autres concessions, d'autres activités industrielles ou bien agro-pastorales, ainsi de suite là. Il a dirigé pendant combien de temps? Je ne connais pas le nombre d'années, mais pendant le régime de Mobutu, c'est lui qui était président de la FEC. OK? Et Kabila arrive au pouvoir, on a trouvé qu'il fallait dégager Bemba Salomé pour mettre quelqu'un proche du régime de Kabila, Youma. Et Youma, aujourd'hui, il prétend que c'est un service public qu'il ne peut plus quitter, il doit quitter. Et je vais vous dire pourquoi. Pendant le régime de Kabila et de Youma, ici en République démocratique du Congo, le secteur privé congolais n'a pas bénéficié d'assistance qu'il fallait pour qu'on puisse promouvoir l'entrée des Congolais dans les affaires. On a conservé la FEC comme étant un club qui appartient à quelques hommes expatriés. D'ailleurs, il faut aller à la FEC, vous allez voir. La grande partie des gens qui opèrent donc à la FEC, ce sont des Libanais, des Indo-Pakistanais et consorts. Nous voulons une association qui aide les Congolais. Et Youma n'a pas cette vision-là. Il est temps qu'il puisse donc dégager, laisser la place donc aux Congolais qui peuvent travailler dans l'intérêt du peuple congolais. Et s'il pense que la FEC lui appartient, il se trompe. La décision du Conseil d'État, elle s'impose à tous. C'est un organe. Nous sommes dans un État qui veut être un État de droit, qui est un État de droit. Tout le monde doit accepter à se soumettre à la loi. Je n'ai rien de particulier contre Albert Youma en tant qu'individu, mais en tant que président de la FEC, c'est peut-être l'un des pires que nous ayons connus dans ce pays et il est temps qu'il puisse dégager, laisser la place donc à d'autres personnes, se soumettre aux décisions donc de la justice. Voilà, M. Noël Tchani, aujourd'hui le passeport congolais est désormais à 99 $, allais-je dire. Quelles seront les retombées dans l'économie du pays par rapport à cette baisse de prix du passeport? Bon, les retombées immédiates, c'est que le Congolais qui dépensait 200 $, il va dépenser la moitié de cela aujourd'hui pour avoir son passeport. Il va garder les autres 100 $ pour acheter à manger. Donc c'est une retombée qui est considérable. Et il faudrait saluer ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour arriver donc à ce prix-là, particulièrement notre ministre des Affaires étrangères, sous le leadership bien sûr donc du président de la République. Je voudrais simplement relativiser les choses. Les passeports congolais continuent à être imprimés par une compagnie belge qu'on appelle Semlex. Et je pense que c'est imprimé à l'extérieur du Congo. Nous avions créé l'hôtel de monnaie de la Banque centrale du Congo en 1967 avec l'idée que cet organe-là allait imprimer au Congo tous les imprimés de valeur. Ça veut dire les passeports, les billets de banque, les timbres fiscaux, les permis de conduire, les cartes d'électeurs, tous les imprimés de valeur donc de la République démocratique du Congo allaient être concentrés à l'hôtel de monnaie de la RDC. L'hôtel de monnaie se trouve au Congo. Pour produire toutes ces choses-là, il devait employer qui? Des Congolais. Nous ne pouvons pas continuer à produire à l'extérieur des choses que nous pouvons faire nous à l'intérieur en utilisant la main-d'œuvre congolaise. Je demande que le plus rapidement possible, nous puissions transférer cette responsabilité à l'hôtel de monnaie ici, quitte à acheter de nouveaux équipements pour être à mesure de produire des passeports qui répondent aux normes de sécurité, de qualité, mais des passeports qui seraient produits ici en utilisant la main-d'œuvre congolaise seraient même moins chers que 99 $ que nous payons donc aujourd'hui. Et je voudrais demander à notre gouvernement de le faire le plus rapidement possible. Nous ne pouvons pas continuer à importer de l'extérieur des choses que nous pouvons faire ici. Et je voudrais vous dire que l'impression, c'est quoi? C'est juste une imprimerie. Et l'imprimerie, vous en avez des photocopies qui sont donc ici en ville. On peut organiser ça pour que ça soit fait au niveau du gouvernement, au niveau de l'hôtel de monnaie donc de la Banque centrale du Congo. Et on peut faire donc un travail de qualité qui donne du travail au peuple congolais. Voilà, M. Noël Tchani, nous tendons vers la fin de notre émission. Avant de nous séparer, je dois encore vous poser cette avant-dernière question. Vous avez participé aux consultations initiées par le président de la République. Vous avez proposé ce que vous devez proposer au président de la République. Dans le secteur économique, qu'est-ce que nous pouvons attendre? Parce que dans le discours du président, il a parlé, il a évoqué plusieurs points majeurs qui concernent la population. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les jours à venir dans le secteur économique? Moi, je dirais que après les consultations, ne sera plus jamais comme avant les consultations. Avant les consultations, le président de la République n'avait pas la liberté d'action, de décider. Toute décision qu'il devait prendre, il devait aller se concerter avec son copain, la Kingakati.
Et ça alourdit la procédure de prise de décision. Le pays était paralysé à cause de ça. Aujourd'hui, après les consultations, vous avez suivi la chute de Janine Mabunda à l'Assemblée nationale. Ça veut dire donc la chute du FCC. Le président de la République et le peuple congolais se sont libérés de l'emprise donc du FCC sur la gestion donc du pays. Avec cette nouvelle libération, je peux dire que le chef de l'État va mettre en place un gouvernement qui lui permettra de fonctionner beaucoup plus rapidement que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Fonctionner rapidement, ça veut dire quand il y a des décisions à prendre, il va les prendre rapidement dans l'intérêt du peuple congolais. C'est-à-dire des décisions pour réformer la justice, dont on a besoin pour créer un bon environnement, des décisions pour maintenir la paix et la sécurité en nommant qui il veut dans l'armée, la police, les services de sécurité, des décisions pour nommer les hauts magistrats, des décisions pour nommer les gouverneurs de la Banque centrale du Congo pour gérer la monnaie dans l'intérêt du peuple congolais, des décisions pour nommer des gens à la tête des entreprises publiques. Donc tout ça, le chef de l'État aura des mains libres pour pouvoir donc décider rapidement. Je pense que ça permettra de pouvoir relancer l'économie du Congo et tous les secteurs aussi. Et le fonctionnement du pays ne sera plus jamais comme avant les consultations. Voilà, M. Noël Tchani, c'était ma toute dernière question. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, encore une fois de plus, moi, j'invite le peuple congolais à plus de vigilance. Plus de vigilance, pourquoi? Parce que la situation que nous traversons, c'est une crise latente qui ne dit pas son nom. Crise latente surtout dans le domaine sanitaire. Pourquoi? Parce que dehors là, la pandémie est en train de faire des dégâts. Mais je vois le peuple congolais se promener, danser comme si rien n'était. Prenons conscience de cela, prenons des mesures de prudence, restons à la maison si on peut. Et si nous faisons ça, je pense qu'on rendra service, un bon service à nous-mêmes, mais également à notre environnement et à tout le peuple congolais. Ainsi s'achève ce numéro de votre magazine, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous M. Noël Tchani Mwadamvita, qui fut candidat à l'élection présidentielle de 2018 et aujourd'hui il s'est associé au président de la République afin de former l'Union sacrée. Avec lui, nous avons abordé les questions des enjeux de l'heure dans le secteur économique. Merci pour votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Je vous retrouve très prochainement au prochain numéro. Au revoir.